Bonjour à tous et bienvenue sur IQ Invest pour une nouvelle vidéo, une nouvelle analyse d'action dans laquelle on va parler de Rheinmetall. Rheinmetall qui a fait fortement parler d'elle ces derniers temps, tout simplement puisque son cours de bourse a littéralement explosé. Elle est aujourd'hui à des niveaux de valorisation très élevés. Donc on va essayer de comprendre qu'est-ce que Rheinmetall, qu'est-ce qu'ils produisent, qu'est-ce qu'ils fabriquent et surtout est-ce que la valorisation actuelle de la société est justifiée ou non et est-ce que ça vaut le coup ou pas d'investir dans ce type de business. Comme d'habitude, cette analyse va être découpée en plusieurs étapes. Premièrement, nous verrons la société Rheinmetall, puis son analyse quantitative, puis nous ferons une analyse fondamentale du business, son évaluation du prix pour savoir à quel prix est-ce qu'il faudrait acheter l'entreprise pour être rentable, et enfin une conclusion. Et si vous ne les avez pas déjà vues, je vous encourage à aller voir les 4 vidéos de la playlist Méthode 2024 disponibles sur ma chaîne qui vous expliquent en détail les différentes étapes que j'utilise pour analyser une société. Et comme d'habitude, je vous rappelle que cette vidéo est disponible à des fins informatives et éducatives uniquement. Ce n'est en aucun cas un conseil en investissement. Vous êtes tous entièrement responsables de vos investissements et investir comporte des risques de perte en capital. Ceci étant dit, donc commençons par voir la société Rheinmetall. C'est donc une société allemande qui a pour ticker RHM. Elle est cotée à la bourse de Francfort, donc à Xetra. Elle a une capitalisation de 57 milliards d'euros. Elle est donc éligible au PEA. Elle verse un dividende de 0,61% et elle est dans le secteur de l'industrie. Et vous voyez que sur le graphique de droite, son cours de bourse a explosé sur ces 5 dernières années, notamment depuis le début de la guerre en Ukraine en février 2022, affichant un CAGR de 91% et une linéarité, ma foi, plutôt correcte avec 0,85. Donc elle explose littéralement le S&P 500, en tout cas depuis la guerre en Ukraine et depuis dernièrement, donc les différentes annonces que nous allons voir. L'histoire de la société commence en 1889 avec la fondation de Rheinische Metallwaren und Maschinenfabrik. Alors excusez-moi pour mon accent allemand, par Heinrich Enhardt à Düsseldorf pour répondre notamment à une commande de munitions du ministère de la Guerre. Donc à l'époque, le Deuxième Reich, donc l'Empire allemand. En 1892 a eu lieu la création de la Metallwerk Erhardt et Eye AG à Düsseldorf-Rath pour répondre aux besoins en acier et qui a été fusionné avec Rheinmetall en 1896. Pendant la Première Guerre mondiale, Rheinmetall devient un leader de l'armement allemand, employant plus de 48 000 personnes à la fin du conflit, puis elle se reconvertit en 1919 dans le civil en fabriquant notamment des locomotives, des machines à écrire, du matériel agricole, tout ça en raison du traité de Versailles. Et en 1921, les Alliés réautorisent une production limitée d'armes et Rheinmetall reprend partiellement cette activité à la fin de l'occupation franco-belge de la région de la Ruhr en 1925. Pendant la Seconde Guerre mondiale a eu lieu une production massive d'armes et la société a employé massivement des prisonniers de guerre et des déportés. Et à noter également que la plupart de ces usines ont été complètement bombardées pendant la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, en 1950, comme après la Première Guerre mondiale, a eu lieu une reprise progressive des activités avec une reconversion dans le civil. En 1956, la société a été nationalisée par la RFA, donc la République fédérale d'Allemagne, et également la même année, la RFA a créé la Bundeswehr, donc l'armée allemande, la nouvelle armée de terre allemande, et la société reprend petit à petit la production d'armes en commençant par la MG1. En 1964, elle reprend la fabrication de composants d'artillerie lourde. En 1979 a eu lieu la livraison du premier char Léopard 2 à la Bundeswehr, équipé du canon Rheinmetall de 120 mm. En 2004, Rheinmetall a été privatisé puisque l'État allemand a vendu ses parts à plus de 75 investisseurs institutionnels. En 2009 a eu lieu la création de Rheinmetall MAN Military Vehicles en partenariat avec la société MAN, donc une société qui produit principalement des camions. En 2022, le cours de bourse de la société explose après l'invasion de l'Ukraine par la Russie et en 2025, deuxième explosion du cours de bourse après l'annonce d'une année 2024 record et de prévision de plus de 40% de croissance pour 2025, appuyée notamment par les commandes de l'armée allemande. Au niveau des ventes par activité, on a 36,66% qui proviennent des véhicules militaires, 26,92% des armes et munitions, 19,71% des systèmes de propulsion, donc ça va être la partie civile, et 16,69% des solutions électroniques militaires.
Au niveau des ventes par région, on a 46,58% en Europe, 30,39% en Allemagne spécifiquement, 9,57% en Asie, 7,65% dans les Amériques, donc toute Amérique confondue, et 5,81% dans le reste du monde. Le business model de la société est plutôt simple, c'est une société allemande industrielle qui combine des activités de défense, environ 80% du chiffre d'affaires, et des activités civiles, 20% du chiffre d'affaires. Sur la partie défense, elle fait partie des leaders mondiaux et propose principalement des véhicules, armes, munitions et solutions électroniques. Et sur la partie civile, elle produit des composants industriels pour l'automobile, notamment des pistons ou encore des pompes. Ces usines se situent principalement en Allemagne et Rheinmetall signe des contrats à long terme avec ses clients, ce qui lui garantit une certaine visibilité pour ses revenus à l'avenir puisque les contrats sont souvent pluriannuels, donc ils s'étendent sur plusieurs années. Au niveau des produits que vend la société, on a 4 segments principaux comme on l'a vu. Premier segment, les véhicules avec des chars, notamment le Léopard 2, le Puma, des transports blindés avec le Boxer et le Marder, des camions logistiques produits en partenariat avec MAN et également des véhicules de maintenance. Côté armes et munitions, on retrouve des canons avec le PZH 2000 de 120 mm, des munitions notamment 155 mm et 35 mm, des mitrailleuses comme la MG1, des missiles comme le Spike et des systèmes antiaériens. Côté solutions électroniques, on a des radars, capteurs, systèmes de communication, électronique navale, cybersécurité et numérisation. Et côté système de propulsion, donc majoritairement du civil avec des pistons, des pompes, des systèmes de réduction des émissions pour l'automobile, donc des systèmes de réduction d'émissions de CO2 et également des moteurs pour des applications militaires et ou industrielles. Et on note que la défense domine largement les ventes avec à peu près 80% des ventes, bien que des applications civiles, 20% des ventes assurent quand même une petite diversification. Au niveau des clients et des marchés finaux, donc Rheinmetall possède majoritairement des contrats avec des armées et des gouvernements. Premier point, on a la Bundeswehr, donc l'armée allemande qui représente plus de 30% de ses revenus et des contrats à plusieurs milliards d'euros prévus pour 2025. On a l'Ukraine qui est l'un des marchés principaux depuis le début du conflit où Rheinmetall exporte principalement des canons antiaériens et des cartouches de 35 mm. On a les pays de l'OTAN où on a d'autres pays que l'Allemagne qui passent des commandes plus ou moins importantes comme le Royaume-Uni, l'Australie, les Pays-Bas ou les États-Unis avec notamment le XM30, et on a également d'autres pays hors OTAN qui passent des commandes comme la Turquie, le Chili, l'Arabie Saoudite ou encore l'Indonésie. Et dans le civil, elle fournit principalement l'industrie allemande et ses clients principaux sont Volkswagen et BMW. Au niveau du marché et des concurrents, donc il est très difficile de trouver des sources claires sur le marché de la défense, mais globalement on retrouve des acteurs majeurs. On a BAE Systems au Royaume-Uni, on a General Dynamics, Lockheed Martin, RTX et Northrop Grumman aux États-Unis, on a Thales, Safran, Airbus et Dassault Aviation principalement en France, on a KNDS qui est une co-association entre Krauss, Maffe, Wegmann et Nexter, donc la société française qui fabrique le char Leclerc. Donc KNDS vise à produire un nouveau char de nouvelle génération en partenariat avec cette entreprise allemande, et on a Leonardo également en Italie. On peut noter également que Rheinmetall était 19e mondial sur le secteur de la défense en 2023 et 5e européen derrière donc BAE Systems, Airbus, Thales et Leonardo, et elle est leader sur le marché allemand. Et sur le marché européen, elle est principalement leader sur les munitions de moyen et gros calibre, donc 155 mm, avec des parts de marché estimées à 30 à 40%. Et mondialement, ce sont les États-Unis qui dominent largement le secteur de la défense, avec plus de 40% de parts de marché. Et on peut noter que le CAGR, donc le taux de croissance du marché de la défense, en Allemagne est prévu d'environ 2,94% sur les 5 prochaines années et de 5,62% sur les 5 prochaines années pour le marché européen plus largement. Au niveau du management de la société, on a Armin Paperger au poste de CEO depuis 2013. Il a rejoint la société en 1990. On a René Gansauge au poste de COO, donc Chief Operating Officer, depuis 2018. Il a rejoint la société en 2005. Et on a Klaus Neumann au poste de CFO, donc Chief Financial Officer, depuis 2025. Et il a rejoint la société en 2012. Et au niveau de l'actionnariat, on n'a pas de ligne principalement intéressante. C'est surtout des institutionnels de divers pays qui possèdent la société. Et maintenant, on peut passer donc à l'analyse quantitative. Et pour l'analyse quantitative, on se retrouve sur l'application IQ Invest, la meilleure application pour analyser vos entreprises, où vous trouverez la quasi-totalité des données dont vous pouvez rêver pour avoir une vision globale sur votre entreprise, et surtout, vous pourrez analyser plus de 47 000 entreprises du monde entier sur tous les continents et de toutes les tailles, donc que ce soit des large, mid ou small cap. Mais du coup, premier point, on peut regarder l'évolution du cours de
de l'action. Donc sur 5 ans, on constate une nette surperformance du S&P 500 avec plus de 2200% de retour pour Rheinmetall. Et sur 10 ans, vous allez voir, on a également une surperformance avec plus de 3300% de performance. Mais néanmoins, ce qu'on peut constater, c'est que la société suivait plus ou moins la performance du S&P 500 jusqu'en 2022, puisque c'est vraiment en 2022 que la société a explosé, donc depuis la guerre en Ukraine. Côté note quantitative, on a 9,5 sur 20, donc c'est une note moyenne, c'est pas exceptionnel. On a des retours sur capitaux qui sont mauvais, avec des retours sur capitaux sur 10 ans, donc un ROIC qui est inférieur à 10%, à 6,68%. On a des marges plutôt moyennes, une marge brute de 52%, marge opérationnelle de 12% et marge nette très faible de 6%. On a beaucoup de CAPEX, forcément c'est une société industrielle, 40% de l'operating cash flow sont investis en CAPEX. On a quasiment pas de croissance du chiffre d'affaires sur 10 ans avec 1,9% en médiane. On a très peu de prédictibilité des revenus. On n'a pas de croissance des free cash flow. Vous allez voir qu'on a beaucoup d'années dans le négatif. Et on a par contre une belle croissance du dividende avec 20%, mais seulement 4 années d'augmentation. Au niveau des dettes, c'est raisonnable. On a 1,25 de dette sur EBITDA et un payout ratio également raisonnable de 36%. Si on regarde un peu plus en détail dans l'onglet quantitatif, on va se mettre ici sur 20 ans pour avoir une vision un peu plus étendue. Vous voyez qu'au niveau des revenus, ça a surtout explosé donc en 2024 et que avant ça la croissance était plutôt modeste. Si on regarde sur 20 ans, on a 5% en moyenne de croissance, ce qui est plutôt modeste. Si on regarde les bénéfices par action, on a beaucoup d'années dans le négatif, ou en tout cas beaucoup d'années de pertes. On voit ici en 2009, on voit également en 2013, 2014 et en 2020. Et si on regarde la croissance, on a 10% en moyenne. Et pareil pour les free cash flow par action, si on regarde, on a des free cash flow très erratiques avec aucune croissance entre 2004 et 2023. C'est seulement en 2024 que les free cash flow par action ont explosé avec une moyenne de 5% de croissance sur les 20 dernières années. Si on regarde au niveau des marges, ici, on va enlever la marge brute puisque la marge brute est assez étrange entre 2004 et 2007. Mais donc, ce qu'on voit, c'est que les marges sont plutôt stagnantes puisque la marge opérationnelle était à 5,92 en 2004 et à 4,99 en 2020. Donc, on voit qu'entre 2004 et 2020, on n'a eu aucune croissance de la marge opérationnelle et c'est à partir de 2021-2022 que la marge opérationnelle s'est améliorée. Par contre, la marge nette, pareil, on est plutôt en stagnation. Au niveau des retours sur capitaux, c'est exactement pareil. Si on regarde le ROIC, on a plutôt une stagnation sur 20 ans. Et par contre, là où le bas blesse également, c'est qu'on a des actions en circulation qui augmentent. On a de la dilution d'actions, puisque les actions en circulation ont quasiment doublé. On est passé de 18 millions, même plus que doublé, 18 millions en 2004 jusqu'à 40 millions en 2024. Au niveau de la dette, par contre, on voit que la société est toujours raisonnable sur son taux d'endettement avec un maximum de dette sur EBITDA à 2,62. Donc ici, on est correct. Et également, on peut faire un tour dans l'onglet rendement ici pour analyser les rendements aux actionnaires. On voit que la société a pas mal de dilution d'actions avec beaucoup d'années en négatif au niveau des retours totaux pour les actionnaires et également au niveau du dividende. Même si on a une croissance à long terme, on a énormément de coupures du dividende. On voit que le dividende a été réduit en 2020, également entre 2014-2015 et entre 2010-2011 également, on a eu des coupures. Donc le tout avec 20% de croissance en moyenne sur les 10 dernières années et seulement 4 années d'augmentation du coup puisque le dividende n'augmente que depuis 2020. Maintenant qu'on a vu les chiffres, on peut passer à l'analyse fondamentale de la société et on va commencer par les forces. Premier point, elle est le leader sur la fabrication de munitions, notamment de gros calibre, donc 155 mm, et un des leaders sur les véhicules blindés, avec notamment le char Léopard 2, le Puma et le Boxer. L'entreprise occupe une position dominante dans l'initiative européenne de sécurité stratégique, et notamment le programme du chasseur F-35 Lightning II, parmi les plus grands programmes de défense aérienne. Fin 2024, Rheinmetall affiche un carnet de commandes de 55 milliards d'euros, ce qui offre une visibilité à long terme sur plusieurs années au niveau de ses revenus, et ça inclut donc des contrats pluriannuels, dont un contrat par exemple pour les systèmes de peloton en 2025. Également, on a des partenariats stratégiques avec plusieurs autres entreprises comme MAN ou encore Leonardo pour développer un char lourd, et Rheinmetall s'implante dans des marchés clés en ouvrant des usines en Ukraine, Lituanie, Hongrie, et elle a également acquis Loc Performance aux États-Unis
pour 950 millions de dollars en 2024 et elle vise 2 milliards de dollars de ventes aux États-Unis d'ici 2027. Au niveau des faiblesses, forcément Rheinmetall dépend quasiment exclusivement des dépenses étatiques dans la défense qui représente 80% de son chiffre d'affaires, ce qui rend son avenir très incertain et surtout très lié aux tendances politiques et géopolitiques. Le segment civil est en recul et également il ne représente que 20% des ventes et il est fortement lié à l'automobile. Les multiples de valorisation actuelle de la société rendent tout investissement extrêmement risqué. Si l'entreprise déçoit sur sa croissance en 2025 ou 2026, la bulle dégonflera aussitôt. Et également, la croissance actuelle repose sur des conflits, notamment l'Ukraine et des tensions entre la Russie et l'Europe. Et donc forcément, la fin de ces conflits pourrait impacter négativement les revenus de Rheinmetall. Au niveau des opportunités, on a une augmentation des dépenses de la défense en Europe prévue de 35% par an sur les 5 prochaines années pour atteindre un objectif de 3,5% du PIB d'ici 2030. L'Allemagne prévoit également d'enlever ses limitations d'endettement qui sont dans sa constitution, notamment pour le budget de la défense, et un plan massif d'investissement de 500 milliards d'euros est prévu, dont 200 milliards uniquement pour la défense. Rheinmetall est un partenaire clé pour l'Ukraine, avec des usines de munitions notamment, et investit dans des pays comme la Lituanie et la Hongrie, où la demande pour des équipements militaires est en croissance, notamment avec la Pologne qui modernise de plus en plus ses forces armées. La numérisation des armées également, donc avec les radars et la cybersécurité, est une priorité et Rheinmetall peut capitaliser avec son segment Electronic Solutions qui représente quand même 16% des ventes et avec des acquisitions comme celle de développeurs logiciels en 2025. Au niveau des menaces, on a un cessez-le-feu en Ukraine forcément ou une détente russo-occidentale qui pourrait réduire la demande militaire et notamment réduire les dépenses prévues par les États membres de l'Union européenne pour les 5 prochaines années. On a des changements géopolitiques et changements de certaines alliances et groupes d'alliances qui pourraient également faire perdre des marchés clés à Rheinmetall. On peut noter aussi KNDS, BAE Systems et General Dynamics qui menacent les parts de marché de Rheinmetall avec une forte concurrence. Et aux États-Unis, ce sont Lockheed Martin et RTX qui dominent largement le marché de la défense, ce qui rend l'expansion sur ce marché difficile malgré les investissements, notamment dans Lock Systems. Et la hausse des coûts des matières premières également, notamment l'acier pour les chars et les perturbations de chaînes d'approvisionnement, notamment les semi-conducteurs, pourraient affecter les marges malgré les efforts de Rheinmetall pour sécuriser ses approvisionnements. Au niveau de l'avantage compétitif, on a un large moat stable, donc un fort avantage compétitif qui provient selon moi de 3 points principaux. Le premier, c'est le marché réglementé. Il est quasiment impossible pour un nouvel entrant de prendre des contrats avec l'armée allemande que possède Rheinmetall, puisque Rheinmetall est une société allemande et c'est la société historique qui fournit l'armée allemande depuis le 19e siècle. Également, on a des coûts de changement, puisque quand une armée est entraînée sur un équipement spécifique, changer de fournisseur peut s'avérer coûteux et surtout très risqué. Et en plus de ça, il y a un élément patriotique, puisque forcément l'armée allemande préférera se fournir chez un fournisseur allemand que chez un fournisseur étranger. Et on a des actifs intangibles, puisque Rheinmetall possède un portefeuille de brevets et de technologies hautement stratégiques qui sont donc conservés et hautement protégés. Au niveau de la checklist fondamentale, premier point au niveau des revenus. Les revenus ne sont pas récurrents selon moi, puisque même s'il s'agit de contrats pluriannuels, les revenus ne peuvent pas être considérés comme récurrents. Les produits sont plutôt neutres au niveau de la résistance au changement, puisqu'on a certains produits comme les munitions qui sont très peu technologiques et d'autres comme le segment électronique qui sont hautement technologiques et qui donc pourraient se faire disrupter. L'entreprise évolue dans un marché en croissance, puisque le marché de la défense, notamment en Europe, est en croissance et les revenus de l'entreprise pour moi ne sont pas forcément diversifiés, donc j'ai mis neutre ici puisqu'ils sont diversifiés sur divers segments de la défense et types de produits, mais ils restent concentrés sur ce marché très spécifique de la défense, puisque le marché civil, lui, ne représente que 20% des ventes. Au niveau du management, l'entreprise n'a pas une bonne allocation du capital selon moi, puisque les retours sur capitaux sont très faibles, avec un ROIC inférieur à 7% sur les 10 dernières années. L'entreprise n'a pas forcément des marges qui augmentent également, puisque les marges sont plutôt stables sur 20 ans, et elles ont seulement augmenté ces 2 dernières années. Le management n'est pas skin in the game, puisque malgré une certaine seniorité, il n'y a pas de lien particulier avec l'entreprise, et également on n'a pas de rachat d'actions, comme vous l'avez vu, l'entreprise dilue ses actionnaires. Au niveau de l'avantage compétitif, par contre, on a une grande nouve, puisque Morningstar lui attribue une note de large moat stable et également l'entreprise n'est pas forcément leader sur son marché puisqu'elle est leader en Allemagne, elle est également le leader des munitions en Europe,
mais elle est loin au niveau mondial et ce n'est pas non plus le leader de la défense au global en Europe. Donc tout ça nous amène à une note fondamentale de 8 sur 20, ce qui est moyen. Et maintenant, on peut passer à l'étude de la valorisation. On se retrouve ici sur l'application de nouveau dans l'onglet évaluation sur le calculateur de prix juste, calculateur qui vous permet avec seulement 2 paramètres de calculer un prix juste et de calculer le rendement que vous offre l'action si vous l'achetez aujourd'hui. Donc là, en l'occurrence, pour Rheinmetall, c'est extrêmement difficile. Pourquoi? Puisqu'on a une croissance prévue des EPS de 45,99% sur les 3 à 5 prochaines années. Donc c'est très difficile, puisque forcément, si on met 45% de croissance sur les 5 prochaines années, même avec un multiple final de 20, donc ça veut dire qu'on prend l'hypothèse que l'entreprise vaudrait un PE de 20 dans 5 ans. Donc si on part sur cette hypothèse, forcément l'entreprise, même au prix actuel, est intéressante à acheter puisqu'on aurait un prix juste de 1400 € et un rendement de 14% par an avec une belle marge de sécurité de 11%. Seulement, est-ce que cette hypothèse de croissance est réaliste ou pas? Ça sera à chacun de se faire son avis, mais si on part sur des hypothèses plus raisonnables, comme par exemple 30% par an des EPS, vous voyez que de suite le prix juste baisse énormément avec 858 € et 2,92% de rendement seulement si on achète l'entreprise aujourd'hui, puisqu'on aurait un prix final dans 5 ans de 1484 €. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si l'entreprise arrive à croître ses EPS de 30% par an pendant les 5 prochaines années, eh bien ils arriveront tout simplement à 74,22 €. Ensuite, on remultiplie ces 74 € par le PE, donc à savoir 20, et on obtient donc 1484 €. Donc en fait, vous voyez que si vous achetez l'entreprise aujourd'hui et qu'elle fait moins que les estimations annoncées de 45%, même si elle fait des résultats exceptionnels, parce que 30% par an c'est exceptionnel, eh bien vous aurez un investissement nul puisque vous ferez seulement 2,92% par an de rendement, soit quasiment moins que le livret A. Et ensuite, pourquoi est-ce que j'ai choisi 20% de multiple final? Si on va dans l'onglet ratio ici, on va enlever le prix et la moyenne mobile et vous voyez qu'au niveau du PE, on a une médiane à 5 ans qui est à 23, mais forcément elle est faussée puisque aujourd'hui on a des niveaux de valorisation très élevés à plus de 80, 78 même aujourd'hui. Et si on regarde sur 10 ans, donc pareil, on va enlever le prix et la moyenne mobile, on voit que la médiane du PE est à 17,85. Donc c'est déjà beaucoup plus raisonnable et on voit que l'entreprise, si on regarde ici sur la ligne qui est à 20, l'entreprise est très souvent en dessous des 20. Donc 20 me paraît être une hypothèse relativement raisonnable pour Rheinmetall. Donc vous voyez, il faut que l'entreprise fasse au moins 45%. Donc si on se met même, je crois, c'est 43, 42, voilà, il faut que l'entreprise fasse au moins 42% de croissance de ses EPS sur les 5 prochaines années pour que ce soit rentable de l'acheter aujourd'hui. Donc globalement, c'est extrêmement risqué, extrêmement spéculatif, puisque si elle rate ne serait-ce que de 5% et qu'elle fait toujours des résultats exceptionnels de 35% par an, eh bien vous aurez un rendement complètement pourri de 6,86% sur votre investissement. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement important de ne pas acheter une action à n'importe quel prix et surtout d'avoir des hypothèses de croissance plutôt conservatrices. Et donc maintenant, que penser de Rheinmetall? Premier point, si on refait un rapide topo des notes, on a 9,5 sur 20 de notes quantitatives, ce qui est moyen, 8 sur 20 de notes fondamentales, ce qui est moyen, moins, et une marge de sécurité négative de moins 50%. Alors ici, sur cette marge de sécurité, j'avais calculé une hypothèse de croissance des EPS de 20% par an sur les 5 prochaines années, donc forcément, avec cette hypothèse-là, l'entreprise est extrêmement chère. Donc, pour conclure, sur le papier, Rheinmetall est une entreprise plutôt moyenne qui surperforme le S&P 500 seulement depuis la guerre en Ukraine, seulement depuis début 2022. Elle bénéficie d'un large moat stable, donc d'un fort avantage compétitif qui provient de plusieurs points et qui provient notamment de contrats à long terme avec de nombreux gouvernements, dont le gouvernement allemand. L'entreprise est le leader des munitions gros calibre en Europe et 5e entreprise de la défense et elle est bien positionnée pour profiter de l'augmentation des budgets de la défense. Elle se situe aujourd'hui à des niveaux de valorisation trop élevés, ce qui rend une estimation extrêmement compliquée, puisqu'on peut établir une fourchette raisonnable qui serait entre 575 € et 1243 €. Donc là, globalement, ça dépend si elle fait 20% de croissance par an des EPS ou 40% de croissance par an des EPS. Vous voyez que la fourchette est extrêmement grande et on est sur des niveaux de croissance aussi spéculatifs que Nvidia, par exemple. Donc c'est extrêmement compliqué à valoriser. Et c'est non pour moi, évidemment, pour
plein de raisons, mais notamment puisque le secteur de la défense est un des secteurs que j'évite à tout prix pour rester fidèle à mon mantra, à savoir fuis l'État. Et je pense que fuis l'État doit être appliqué de toutes les façons possibles. C'est-à-dire, si l'État est actionnaire de la société, fuyez. Si la société dépend de contrats avec l'État, comme c'est le cas pour Rheinmetall à 80%, eh bien fuyez également. Et en plus de ça, les 20% restants qui sont dans le civil dépendent de l'industrie automobile. Et l'industrie automobile, c'est aussi un secteur que je fuis personnellement, puisque c'est hautement réglementé et il n'y a aucun avantage compétitif et aucune croissance dans le secteur de l'automobile. Donc pour moi, pour toutes ces raisons, Rheinmetall, c'est non. Et même dans tous les cas, je la trouve quantitativement trop faible. Et surtout, elle a des retours sur capitaux et des marges qui sont trop faibles, je trouve. Et voilà, merci à tous, merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Comme d'habitude, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu sous la vidéo. Dites-moi en commentaire s'il y a d'autres entreprises de la défense qui vous intéressent et que vous voudriez que j'analyse sur la chaîne. Je pense que ça pourrait être intéressant de faire une petite série sur les entreprises de la défense, peut-être même sur des entreprises françaises comme Thales, Dassault, etc. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Allez suivre la chaîne également IQ Bitcoin si le sujet du Bitcoin vous intéresse. La page Instagram @iq-invest.fr et le podcast Focus Fondamental sur YouTube et les plateformes de podcast. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.